présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis, de Suisse, d'Allemagne, d'Espagne. Ce sont des regards précieux pour nous aider à prendre un peu de hauteur. Ils vont nous dire, ces Experts sans frontières, si on parle de Gabriel Zucman dans leurs pays respectifs. Ils vont nous dire comment ils voient le chemin de croix qu'est en train de traverser notre Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Vous allez aussi voir ce que les Américains pensent de nous, les Européens, puisque notre expert sans frontières, Richard Verly, les a sondés pendant son road trip américain entre Chicago et Mar-a-Lago. Et franchement, vous allez voir ce qu'ils pensent de nous. On en prend tous pour notre grade. Allez, les Experts sans frontières, c'est parti. Mais avant, le journal de Stéphanie Colo. Présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue donc si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent de Suisse, d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis. Ce sont des regards extérieurs qu'on vous propose chaque semaine pour nous aider à prendre un peu de hauteur, pour qu'on sorte de notre prisme franco-français. Aujourd'hui, autour de moi, je reçois Isabelle Hoffmann, chercheuse à la Fondation Bertelsmann, spécialiste de l'opinion publique européenne. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Richard Verly, correspondant du média suisse Blick en France, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, qui vient de sortir aux éditions Nevikata. Bonsoir Richard. Bonsoir. Et puis Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France. Bienvenue. Buenas tardes. Buenas tardes. Et puis Elisabeth Shepard, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques, qui est dans les bouchons à Paris. Ça c'est une habitude le vendredi soir. On a l'habitude, mais elle va nous retrouver d'ici quelques minutes. Bon, cette semaine, on a encore fait les choux gras, évidemment, de la presse internationale. La France toujours engluée dans sa crise politique et budgétaire. On a au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on a trouvé au Royaume-Uni ? Le gouvernement français menacé d'effondrement, 3 petits points, à nouveau. Voilà, avec un petit brin d'ironie, titre Le Télégraphe. En Belgique, le gouvernement Lecornu joue sa survie sur la taxation des hauts patrimoines, titre Le Quotidien, Le Soir. Bon, Gabriel Zucman, ça, il était sur toutes les lèvres, c'était vraiment la passion fiscale française. Finalement, cet amendement Zucman a été rejeté là en fin de semaine. Est-ce que, Richard, est-ce que ce nom, Gabriel Zucman, est un nom qu'on a découvert et dont on parle en Suisse ? Oui. Où ça ne sort pas de nos frontières en France. Non, on en parle en Suisse évidemment, surtout en Suisse francophone, mais pas seulement. Il ne vous a pas échappé qu'il y a encore en Suisse une place financière, que cette place financière, elle cherche des clients en permanence, et que parmi les clients, il pourrait y avoir des évadés fiscaux français ou des gens qui voudraient fuir le fisc français en changeant de résidence, puisqu'aujourd'hui le secret bancaire n'existe plus, donc la seule manière de ne plus payer ses impôts en France, c'est de déménager. C'est ce que font un certain nombre de grosses fortunes. Donc oui, on a beaucoup parlé de Gabriel Zucman, et au fond... on en plutôt parle... bien vu, non, vu de Suisse. Alors, on en parle sous deux angles. On vous déroule le tapis rouge, là, pour attirer les On en grandes parle fortunes. sous deux angles. D'abord, il y a en Suisse aussi, il ne faut pas croire que tous les Suisses applaudissent aux forfaits fiscaux que les cantons donnent aux milliardaires. Vous savez qu'en Suisse, vous pouvez négocier votre imposition, bien évidemment si vous êtes très riche, et on vous fait un forfait sur mesure. Mais il y a beaucoup de Suisses qui n'aiment pas ça, et qui regardent donc avec intérêt la proposition Zucman. Il ne faut pas croire que tout le monde la déteste en Suisse. Vous voulez dire qu'il y a une étude fiscale au cas par cas en Suisse, d'accord. Alors en Suisse, vous pouvez négocier tout simplement, vous négociez votre forfait fiscal avec le canton en fonction de votre revenu et de votre patrimoine. Donc, il y a une partie des gens qui regardent avec intérêt ce que propose Gabriel Zucman et qui se disent, ben voilà, les Français, au moins, ils posent la question qui est la fiscalité de ces milliardaires qui concentrent entre leurs mains beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de pouvoir. Et puis, vous avez une autre Suisse qui regarde Zucman en disant, c'est la folie française habituelle. Ces gens ne comprennent qu'une seule chose, c'est imposer davantage et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont tuer l'innovation et tuer l'économie. Mais les deux camps existent, je tiens à le dire. Toute la Suisse n'est pas anti-Zucman. Juan José Dorado, quel récit vous avez fait à vos lecteurs en Espagne de cette semaine un peu folle qu'on a vécue aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale en France ? Bon, la première des choses, il a fallu expliquer qui était M. Zucman et qu'est-ce que c'était la taxe Zucman, parce qu'en Espagne, s'il y avait un économiste qui était connu et qui venait de France, c'était M. Piketty, qui avait conseillé à l'époque le groupe Podemos quand il était passé par le gouvernement espagnol.
Mais c'est vrai que quand on raconte ce qui se passe en France, il y a d'un côté un peu d'incompréhension parce que, par exemple, cette taxe Zuckman, il y a l'équivalent qui a été implanté en Espagne depuis 1997, a été abandonné à un moment donné, mais le revenu avec le gouvernement de Pedro Sanchez qui taxe déjà les revenus des grandes fortunes, mais pas à partir des 100 millions, mais à partir des 3 millions. Donc vous voyez effectivement que l'Espagne a du mal à comprendre pourquoi tous ces remue-ménages côté français avec une taxe qui est déjà appliquée en Espagne, de la même façon qu'on a du mal à comprendre pourquoi... Et quand vous avez mis en place, quand les Espagnols ont mis en place cette taxe sur les fortunes à partir de 3 millions d'euros, comme vous le dites, est-ce que ça a provoqué un tel débat fiscal, une telle passion autour de la fiscalité? Et ma question sous-jacente, c'est est-ce que en Espagne, les grandes fortunes font figure un peu d'épouvantail, comme ça a l'air d'être le cas en ce moment en France? Alors non, ça n'a pas causé, n'a pas eu le même débat en Espagne au niveau politique, déjà parce qu'effectivement le gouvernement et une partie des partis qui appuyaient le gouvernement étaient d'accord pour appliquer cette taxe. Je parlais des Podemos, aujourd'hui des Sumar, donc c'est la gauche radicale espagnole qui est au gouvernement et donc forcément elle est passée plus ou moins de façon tranquille, allons dire. Mais c'est vrai que depuis 2018, l'Espagne a fait de la taxation des grandes fortunes, voire des entreprises énergétiques et des banques, une de ses politiques pour financer les dépenses de l'État espagnol. Donc les Espagnols, de façon générale, n'ont pas du tout critiqué autant au Parlement que ça a été fait en France. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'incompréhension parfois quand on voit le débat côté français. Et comment est-ce qu'on le voit ce débat, Isabelle Hoffmann, côté Allemagne? Je rappelle, vous vivez en Allemagne, vous êtes allemande, vous êtes chercheuse à la Fondation Bertelsmann, vous êtes spécialiste de l'opinion publique européenne. Parce que nous, ici en France, pour l'instant, ce qu'on vit, c'est il n'y a pas un jour... Moi, je parlais encore ce matin sur notre antenne de sable mouvant, c'est-à-dire que de sable mouvant budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un débat politique à l'Assemblée où plus on s'agite, plus on s'enfonce. Et plus on s'agite, plus on va taper sur les entreprises et sur les grandes fortunes. Comment est-ce que vous, en Allemagne, vous voyez ça ? Évidemment, ça dépend un peu de l'audience. Il y a aussi une audience en Allemagne qui va apprécier ce genre de débat et pour lesquels, il faut un peu le dire, la France est aussi assez connue et assez populaire pour les grandes idées idéalistes de gauche. Ça, voilà, donc il y a un public... Vous mettez ça dans la case romantique française. C'est un peu ça. C'est vous qui l'avez dit, mais c'est un peu ça. Donc il y a des fans, évidemment, il y a des fans. Il y a aussi un parti en Allemagne de gauche, Die Linke, il s'appelle La Gauche, qui ont tendance à proposer à peu près des positions pareilles, sauf qu'ils reçoivent pas beaucoup de voix au moment des élections, donc du coup ça reste un discours minoritaire. Un public un peu plus large, je crois, perçoit ce qui se passe en France avec, je dirais, on s'étonne et on s'inquiète. Ouais. On s'étonne puisque c'est pas l'image de la France qu'on a en tête, évidemment. Traditionnellement, on voyait la France comme un pays très politique, très engagé, très présent aussi dans les rues, et très visible dans les débats publics, mais quand même avec... Mais ça ne virait pas autant à la foire d'Empoigne, peut-être. Voilà, c'est-à-dire qu'on a peut-être rarement vu aussi peu de visibilité, peut-être, de l'extérieur. Voilà. Là, ça devient quand même... Ça devient un peu extrême. Et c'est le plus grand partenaire et le partenaire le plus important, en fait, de l'Allemagne. Tout le monde le sait, ça. Ça, c'est très profondément ancré dans la perception et dans la connaissance des Allemands, d'où on accorde beaucoup d'importance. De l'autre côté, il faut aussi le mettre dans la... Il faut le reconnaître que tous les systèmes politiques, là, au moment, ont aussi un peu des soucis. Et tout le monde est en train de retrouver sa voie politique. C'est vrai aussi en Allemagne. Et c'est
intensément vrai au moment en France. En tout cas, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on ne passe pas à côté en France des vrais débats? J'aimerais vous faire écouter un grand patron qui était venu ce matin sur nos amis de BFM TV, invité d'Apolline de Malherbe. C'est le fondateur de la start-up de la licorne Doctolib, qui lui se dit prêt, s'il le fallait, à payer, à être frappé par cette taxe Zuckman. Il n'a pas besoin de tout cet argent qu'il a gagné, disait-il. Il s'appelle Stanislas Niox-Chateau. Je rappelle qu'elle a été rejetée, cette taxe Zuckman, mais elle a quand même marqué les esprits. Et lui, il estime qu'on perd beaucoup trop de temps et d'énergie sur ce seul débat-là. Écoutez-le. Déposséder les entrepreneurs, quelle que soit leur entreprise, leur secteur, la taille de ces entreprises, c'est une folie, c'est juste une folie. Par contre, est-ce que je pense que la taxe Zuckman, c'est juste un arbuste devant une forêt? Oui, c'est pas le cœur du sujet. Pour moi, le cœur du sujet, c'est comment améliorer la sécurité des Français, former nos enfants. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers d'emplois créés dans l'IA, dans la technologie, dans l'éducation, dans la santé. Et c'est maintenant. C'est-à-dire que si on continue ces débats publics-privés, si on continue d'opposer les gens, si on continue de trouver des boucs émissaires, je pense que c'est un problème. Isabelle Hoffmann, les vrais débats, ils sont où en ce moment en Allemagne? Est-ce que c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait face à l'accélération de la Chine? Qu'est-ce qu'on fait pour intégrer l'IA? Qu'est-ce qu'on fait pour relancer l'investissement? Enfin, j'ai l'impression, nous, quand on regarde d'ici, on a l'impression que les Allemands se concentrent sur ces sujets. Et ne s'enferment pas dans des débats, alors je voulais pas dire stériles, mais s'enferment pas dans des débats qui nous font oublier peut-être l'essentiel. Je crois d'un point de vue de Berlin, on a quand même aussi l'impression que le système politique allemand est sous pression et que les coalitions ne marchent beaucoup moins bien qu'ils marchaient d'autant. La démographie allemande a changé, l'électorat a changé, les coalitions sont beaucoup plus difficiles à former et les coalitions qu'on trouve, les grandes coalitions souvent aujourd'hui, on les appelle toujours grands, puisque d'antan c'était des grands partis, aujourd'hui ils sont beaucoup plus petits, donc ils sont beaucoup plus faibles et ils ont beaucoup plus de soucis de s'accorder entre eux. Je le mets juste en avant puisque, évidemment, d'un point de vue français, on a l'impression que, voilà, c'est très agité ici, mais c'est très stable en Allemagne, mais on voit aussi beaucoup de soucis dans ce point de vue-là. Ce qui anime, là, au moment, les Allemands, comme toujours, l'avenir de l'industrie automobile. C'est un énorme sujet. Est-ce qu'on a bien managé avec le exit des moteurs thermiques et l'arrivée des moteurs électriques. Ouais, avec la sortie, voilà, il y a une grande discussion au niveau européen s'il faudrait peut-être changer les sujets. Où nous sommes au niveau aussi de l'intelligence artificielle et en fait l'avenir de l'industrie. Quand vous entendez ça, Richard Verly, est-ce que vous vous dites qu'en France, on passe peut-être à côté des vrais sujets? Je me dis surtout qu'il est quand même assez hypocrite, ce fondateur de Doctolib. Parce que d'un côté, il dit « j'ai rien contre la taxe Zuckman », ce qui le rend assez populaire auprès, on va dire, de la gauche, et de l'autre, il dit « il y a un problème entre public-privé, le secteur privé n'a pas assez de chance et il est étouffé ». Mais pardonnez-moi, mais l'un est un peu lié à l'autre. C'est-à-dire que si le secteur privé en France est relativement étouffé ou n'a pas les moyens d'innover, c'est aussi parce qu'il y a une surfiscalité. Donc c'est aussi lié à la taxe Zuckman. Donc en gros, ce monsieur, j'ai quand même l'impression qu'il veut être aimé par tout le monde. Il veut être aimé par la gauche, il veut être aimé par la droite. C'est quand même un peu facile. La réalité, c'est que, vu de Suisse par exemple, moi j'ai parlé il y a peu de temps à des entrepreneurs suisses qui ont des filiales ici en France, ils vous disent deux choses, enfin trois. La première chose, il faut toujours le rappeler, la France est un bon et grand marché. Donc ces gens sont intéressés d'être en France et ils veulent rester. Ils n'ont pas l'intention de déménager leurs entreprises. La deuxième chose qu'ils vous disent, c'est qu'ils en ont assez que les lois changent en permanence. Par exemple, la retraite. Moi, j'ai entendu un entrepreneur me dire, nous, on avait demandé à notre service de ressources humaines de nous préparer tout le tableau de bord du départ en retraite de nos employés à 64 ans et on apprend maintenant que ça va revenir à 62 ans. Donc, il faut refaire
tout le travail. Donc ça les énerve. Et troisièmement, c'est vrai qu'il y a un problème d'impôt, mais quand ils disent impôt, il faut le comprendre au sens large. Ils mettent dedans aussi bien les taxes que les charges sociales, les charges sur les revenus. Et je dirais que pour beaucoup d'entrepreneurs, me semble-t-il, le problème des charges sociales, c'est-à-dire de devoir payer 200 quand votre salarié gagne 100, est presque plus important que le problème de l'impôt à la fin sur le chiffre d'affaires. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu que la taxe Zuckman pendant ces débats cette semaine. On a eu aussi cette idée de taxer les multinationales. C'était un amendement surprise déposé par LFI. Ils ont été rejoints d'ailleurs opportunément par le Rassemblement national. Ils y vont pas de main morte. Ils comptent récupérer 25 milliards d'euros sur les multinationales. Ils ont aussi, les députés, décidé de charger les GAFAM, les géants du numérique, en alourdissant la taxe déjà mise en place par la France en 2019. Et là-dessus, j'aimerais vous faire écouter notre ministre de l'économie, Roland Lescure. Il alerte les députés sur les dangers d'un tel niveau de taxation. Écoutez-le. Donc je répète qu'aujourd'hui, une réponse proportionnée à la demande légitime de meilleure taxation des géants du numérique, c'est ce qui existe aujourd'hui, 3%. Si vous passez à 15%, vous ferez 2 fois plus que la Turquie, qui est celle qui taxe le plus et qui taxe à 7,5. Alors là encore, on sera le champion du monde. Et on aura, je pense, le championnat du monde des rétroactions. Soyez prudents, mesdames et messieurs les députés, soyez prudents. L'audace, c'est bien. La tête dans le mur, c'est moins bien. Soyez prudents, je vous en conjure. Soyez prudents, alerte le ministre de l'économie aux députés en parlant de la taxe GAFAM. Elisabeth Shepard, bonsoir. Bonsoir. Vous venez juste de nous retrouver, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Tours. Vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes américaine et vous êtes spécialiste des relations internationales. Quand vous entendez ce projet de surcharger les géants du numérique, est-ce qu'on ne joue pas un peu au feu, là, notamment vis-à-vis de Donald Trump ? Très clairement, on joue au feu. Qui sont nos principal fournisseur de numérique, c'est bien évidemment les Américains, on le sait. C'est un problème, bien évidemment, que ce soit Microsoft ou Google. Pour nous, en Europe, mais c'est une réalité. On joue avec le feu. On joue avec le feu, comme disait Richard, pour nos propres entreprises, mais aussi avec les entreprises avec lesquelles quand même on importe beaucoup, c'est-à-dire les services et numériques qui sont quand même très importants pour faire fonctionner aussi notre économie. Surtout que Donald Trump, il ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'il... Non, il ne sait pas faire dans la dentelle. C'est sa spécialité, la brutalité. Et ça a toujours été sa spécialité. Il fallait regarder The Apprentice à l'époque. C'est la brutalité, sa marque de fabrique, que ça soit avec ses adversaires ou ses amis. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être comprendre, c'est-à-dire que ça peut coûter très très cher, surtout dans le contexte actuel. Et en même temps, est-ce qu'en Espagne ça existe, Juan José Dorado, ce débat autour de la taxation des géants du numérique ? Ça existe, mais ça reste un débat très politique, hispano-espagnol, dans le sens où l'Espagne n'a pas le poids de la France, n'a pas le poids de l'Allemagne, n'a pas les poids d'autres pays, et donc l'Espagne, elle va se réfugier derrière les lois européennes. Si c'est l'Europe qui prend la décision de détaxer, tant mieux. Mais en Espagne, ce débat en tant que tel n'existait pas vraiment au-delà de la gauche radicale et du gouvernement socialiste qui peuvent faire des déclarations parfois un peu à l'emporte-pièce, mais ce n'est pas du tout le poids de l'Espagne qui va faire bouger les choses. Donc l'Espagne à ce niveau-là préfère, d'autant plus qu'elle ne s'entend pas très bien avec les États-Unis de Donald Trump, elle préfère ne pas lever trop la voix sur ce sujet. Ouais. Et en Allemagne, comment est-ce qu'on voit ce sujet de la taxation des géants du numérique ? Enfin, surtout quand on voit la France faire cavalier seul sur un sujet aussi important qui devrait peut-être être porté au niveau européen. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut exaspérer pour le partenaire allemand ? Oui, c'est une question intéressante, mais je ne sais pas si c'est suivi à ce niveau de détail. Sans se dire, c'est une mesure française et ça serait peut-être intéressant de voir comment ça se
comment ça se, qu'est-ce que ça va donner en fait, si jamais ça va si jamais ça va le jour, puisque de manière générale, ces genres de taxation, vous l'avez dit, on a plus de chances de les mettre en œuvre au niveau européen, et c'est déjà assez compliqué, et on voit que la réaction des Américains aussi de la politique américaine devient de plus en plus violent vis-à-vis de toute tentation d'intervention du niveau européen à cet égard. Un autre sujet peut-être où je voulais vous faire intervenir là-dessus, c'est ce débat passionnel. Il n'est pas que sur la fiscalité, enfin c'est aussi un sujet de fiscalité, mais il est autour des retraites. C'était examiné aussi aujourd'hui au sein de la commission des finances là-dessus. Est-ce que vous n'êtes pas las, Richard, vous qui croquez la vie politique et économique française depuis pas mal de temps maintenant, de voir la France finalement face à un défi démographique qui pour le coup n'est absolument pas quelque chose d'idéologique ou de politique, c'est arithmétique, c'est mathématique, mais voir la France traîner ce débat comme un boulet depuis maintenant, depuis presque 20 ans. Oui, là il y a une grande différence d'appréciation entre l'avis qu'on peut avoir en Suisse sur la taxe Zuckman et l'avis sur la réforme des retraites. Je vous l'ai dit, sur la taxe Zuckman, c'est contrasté. Il y a une gauche qui regarde avec intérêt cette proposition, et puis il y a une droite suisse qui, bien évidemment, pense que c'est complètement fou. Sur les retraites, tout le monde pense que c'est complètement fou. Disons les choses. C'est-à-dire que les Suisses partent à 65 ans, ils l'ont voté, ils l'ont accepté par référendum, tous les pays européens partent plus tard que la France. Les Espagnols, l'Allemagne, tout le monde les fondamentaux démographiques, vous l'avez dit, sont ce qu'ils sont. Par ailleurs, tout le monde a compris que l'État-providence français, s'il n'est pas en faillite, il n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'il n'a plus les moyens d'assumer toutes les promesses sociales. Donc là, pour le coup, je dirais quasiment de manière unanime, on ne comprend pas où ça va et on s'inquiète quand même, pour ceux qui s'intéressent à la France, d'un débat pour la prochaine présidentielle de 2027, qui serait le débat sur l'âge de la retraite, parce que là, je vous rejoins, ça donnerait un très mauvais signal. Ce qu'il faudrait, c'est que ce débat porte sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, sur les nouveaux enjeux pour la France. Si ça doit être 62 ou 63 ans, ce sera quand même pas une très belle image. Allez, on va marquer une courte pause dans les Experts sans frontières, et vous verrez après, on va voir ce que les Américains pensent de nous, Européens. On en prend tous pour notre grade, vous allez voir. Présente les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Ils sont autour de moi, ils viennent des États-Unis, de Suisse, d'Espagne, d'Allemagne. Leur regard nous intéresse pour essayer de sortir de notre bulle, de notre prisme franco-français. J'aimerais qu'on commence avec vous, Richard, parce que je vous avoue que ça m'a passionné. Vous avez écrit un livre qui sort cette semaine, Cette Amérique qui nous déteste. Et en fait, c'est le compte-rendu d'un road trip que vous avez fait. Vous avez traversé les États-Unis, vous allez nous raconter, en camping-car, et vous avez sondé les Américains pour savoir ce qu'ils pensent des Européens. Et ce que vous dites vous-même, c'est que vous les avez sondés à hauteur de trottoir et de comptoir. Donc c'est pas quelque chose de très académique, mais après ces quelques mois de road trip, qu'est-ce qu'il en ressort? Comment est-ce que ces Américains que vous avez croisés de Chicago à Mar-a-Lago nous voient, nous, Européens? Voilà, alors c'est un reportage, c'est un long reportage que j'ai ensuite augmenté de rencontres et de nombreuses discussions, mais qui a eu lieu à l'automne dernier, pendant près de 4 mois, à l'époque où Donald Trump était en campagne. Et donc à l'époque où Joe Biden s'est retiré, où Kamala Harris a été investie candidate démocrate, etc. C'est en pleine fièvre électorale. Voilà, et j'avais choisi cet itinéraire parce que j'avais choisi d'être en camping-car, d'abord parce que ça permettait de bouger et d'être assez mobile, et ensuite parce que j'étais persuadé que je rencontrerais au fond une certaine Amérique à laquelle on ne parle pas nécessairement, et ça s'est avéré vrai. Elisabeth connaît ça par cœur. Aux États-Unis, quand vous avez un camping-car, vous pouvez pas vous garer n'importe où. Vous devez aller dans des campings qui sont faits pour ça, ou bien sur les parkings de Walmart ou de Costco, qui sont des grands supermarchés. Vous imaginez la clientèle et les gens que vous rencontrez sur ces parkings. Et moi, ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est que moi, je suis pas du tout, et je tiens à le dire, anti-américain. Il y a un anti-américanisme en France. On le connaît, il est fort. Moi, c'est le contraire. J'ai toujours été
été plutôt épris des États-Unis à plein de titres, et on est nombreux comme ça. Et j'ai découvert, à ma grande surprise, une Amérique effectivement qui nous déteste. Alors le mot détestation, il est peut-être un peu fort. On pourrait dire indifférence teintée de mépris. De mépris. Si on voulait vous parlez beaucoup de mépris dans votre livre. Mais il y a véritablement, et ce qui m'a surpris, c'est qu'à tous les niveaux de la société, dans cette Amérique MAGA qui n'est pas toute l'Amérique, il faut le dire, ce n'est pas toute l'Amérique, il y a véritablement un sentiment que l'Europe est devenue un continent soit qui ne compte plus, soit qui se permet de mettre en cause les États-Unis alors qu'elle ne le devrait pas parce qu'elle a profité des États-Unis, soit un continent qui devient carrément musulman, disons les choses. Les Américains vous disent l'Europe est en train de devenir islamique, islamiste, et donc j'ai été surpris de voir dans ces témoignages un portrait de l'Europe extrêmement sévère, dur, et qui par ailleurs cohabite, il faut bien le dire, avec le succès télévisuel de la série Emily in Paris, qui elle semble montrer que tout le monde adore Paris. Eh bien non, aux États-Unis aujourd'hui, tout le monde n'adore pas Paris, loin s'en faut. Et alors dès que vous rentrez dans l'Europe au sens large, l'Europe institutionnelle, alors là c'est le déluge sur le thème réglementation, normes, vous ne savez plus innover. Et je termine le livre par un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui est presque le plus positif. C'est-à-dire qu'au fond les Américains, une partie des Américains, encore une fois cette Amérique-là, nous reproche de ne plus être des pionniers, de ne plus être capable d'avoir au fond l'envie de conquérir. Vous savez, moi je suis allé à Brownsville au Texas où Elon Musk a son site de lancement des fusées. Elon Musk, il est en permanence avec son t-shirt Occupy Mars, occupons Mars. On croit que c'est de la rigolade, mais pour eux, c'est pas du tout de la rigolade. C'est une nouvelle aventure. Et ils ne comprennent pas que nous, Européens, on soit pas capables de rêver comme eux. J'ai quand même entendu des gens me dire que ce serait formidable si Donald Trump, comme il l'a dit, entamer la construction d'une centrale nucléaire sur la Lune. Donc voilà, on en est là et je crois qu'il fallait le dire. Elisabeth Shepard, vous qui êtes américaine, et quand vous entendez ce que dit les témoignages qu'a reçus depuis son road trip Richard Verly, est-ce que tous ces Américains qu'il a rencontrés, ou toute cette Amérique MAGA, elle s'est faite totalement influencé par Donald Trump, ou est-ce que Donald Trump n'a fait que réveiller quelque chose qui était de très profond et qui sommeillait? Alors, deux choses. Cette Amérique, c'est la vraie Amérique en quelque sorte. C'est l'Amérique qui n'est pas sur les côtes. L'Amérique qui est au centre, et on a plusieurs mots pour ça en anglais, certains un peu péjoratifs, mais c'est l'Amérique qui vote, c'est l'Amérique qui est plus numériquement importante. Ça ne date pas de Trump. C'est ça. En Europe, on a l'impression que ça date de Trump. Deux exemples qui viennent à l'esprit. L'invasion de l'Irak, quand la France, quand il y a Dominique de Villepin, on se souvient peut-être pas, mais les French fries, donc des frites françaises, sont devenues des frites de la liberté. Et moi, je me souviens, ma grand-mère qui était très française, ils avaient écrit en Alabama, pour le coup, sur sa boîte mail, rentrée en France. C'était déjà en train de se construire. Je crois qu'ils avaient banni les French fries du Congrès aussi. Oui, c'est ça. Et on se souvient du Tea Party en 2008, tout ça, c'est des précédents à Trump. Il a profité de quelque chose, mais cette détestation ou cette mépris, moi je dirais presque plus un mépris de la part d'une certaine Amérique, il est bien réel, il existe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de culturel où on voit bien que Donald Trump n'aime pas les faibles et il pense que l'Europe est faible? Est-ce que le peuple MAGA il y a deux choses qu'il n'aime pas. Il déteste les faibles. Il déteste les faibles, mais il déteste les élites, c'est-à-dire les gens qui sont éduqués. Regardons à qui Donald Trump prend en grippe, c'est-à-dire les élites plus traditionnelles aux États-Unis qui, pendant très longtemps, dans les années 90, méprisaient Donald Trump parce qu'il est trop ostentatoire, il est trop un peu arriviste, même il est riche, mais il manque un peu de classe, il a une certaine brutalité. Il s'attaque à ces gens-là, les universitaires, par exemple, les généraux d'un certain rang. Et là, cette Amérique MAGA n'aime pas ces gens-là, les gens qui parlent plusieurs langues, qui voyagent beaucoup. C'est toute une Amérique, c'est deux Amériques en fait, et du coup, l'Europe représente un peu ce côté intellectuel, élitiste,
qui méprisent. Et il y a aussi une analyse intéressante que vous faites, Richard, que vous avez observé là-bas, c'est l'effet générationnel, avec cette idée qu'aux États-Unis, il y a énormément d'Américains qui ont des origines européennes, hein, parce que les Américains, c'est fait par l'immigration, mais que quand on arrive à une 3e, 4e, 5e génération, finalement, on a coupé le cordon, on n'a plus cet attachement naturel, et donc on peut tirer à boulet rouge sans avoir ce réflexe un peu de non, je tire pas sur mes racines, quoi. Oui, évidemment. Et puis, il y a aussi une question, bien sûr, de personnalité. Dans le cas de Donald Trump, il me paraît clair, et il y a des livres bien plus érudits que le mien qui l'ont abordé, que Donald Trump a un problème avec ses origines allemandes. Il a un problème. Il vient de la famille Trump, du côté paternel, vient de Karlstadt, en Bavière. C'est connu. Il n'y est jamais allé. Vous ne l'avez jamais entendu en parler. Il n'en est absolument pas fier. Il a grandi, Donald Trump, à New York, alors que son père prétendait être suédois après la guerre, parce qu'il fallait faire des affaires avec des investisseurs juifs, et être allemand après la guerre, ça pouvait poser de sérieux problèmes. Et donc, il est dans une forme de déni. On le voit en Écosse, qui est le pays de sa mère, du côté de sa mère, le fameux Golfe où Ursula von der Leyen a signé son accord commercial. Ce que je veux dire, c'est que tout ça transpire effectivement l'aspect générationnel, mais il y a, à mon avis, ce que j'ai constaté, quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, et c'est ça le ferment de la détestation, c'est-à-dire qu'on ne se comprend plus avec cette Amérique-là. On n'a plus d'atomes crochus, on ne se comprend plus, on ne parle plus le même langage, on n'a plus du tout les mêmes valeurs. Alors il reste une autre Amérique très sympathique envers l'Europe, ça c'est certain, mais cette autre Amérique, aujourd'hui, elle a peur. Elle a peur d'afficher ses liens avec l'Europe, et donc bien évidemment, comme le règne de Donald Trump, c'est le règne de la peur, et je dis le règne puisqu'on lui reproche aux États-Unis de vouloir être roi, et bien voilà, quand vous avez la peur qui règne, tous les pro-européens aujourd'hui, demandez aux professeurs d'études européennes dans les universités américaines, je peux vous dire qu'ils font tous très attention à ce qu'ils écrivent dans leur email. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une détestation aussi qui est d'ordre économique. On sait que Donald Trump déteste en fait le déficit commercial de son pays avec les autres pays. C'est pour ça qu'il s'est engagé dans une guerre commerciale avec une violence inouïe. Et ce qu'on apprend dans le livre de Richard Verly, Isabelle Hoffman, c'est que notamment il a vraiment les Allemands et l'Allemagne dans sa ligne de mire, parce que l'économie allemande, les Américains, ils la voient au quotidien dans la rue, les voitures, l'industrie pharmaceutique. Oui, évidemment, je veux bien le croire. Évidemment, les voitures allemandes, ça revient à l'industrie automobile. Pardon du cliché, les mais... voitures allemandes, non, c'est vrai. C'est pas moi, c'est Richard, c'est dans son livre. Je fais des vélos. Ça ne représente pas seulement un autre pouvoir économique, industriel, attention, hein, puisque là, on parle beaucoup du détriment de l'industrie américaine et de ses effets politiques et sociétaux. Sont des voitures de luxe aux États-Unis. Donc ça représente aussi une forme d'élitisme. Si c'est lié à l'argent, c'est beaucoup moins grave. Si c'est lié à l'éducation, c'est beaucoup plus agaçant. Puis, troisièmement, et là je suis quand même un peu surprise, je crois à l'époque, quand on voyageait aussi aux États-Unis en tant qu'Allemand, on entendait beaucoup ah oui, j'étais en Allemagne avec l'armée. C'est un pays très sécurisé. C'est un bon endroit pour vivre, etc., etc. Donc là, il y a un lien positif traditionnel. Et je crois dans cette Amérique profonde, il y a quand même aussi pas mal de veterans, donc d'anciens soldats. Et c'est peut-être un épée à double tranchant, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Ouais. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est aussi une Amérique qui était invisible pour nous pendant très longtemps, qui est aussi très très attachée au christianisme, qui a souvent une sorte de nationalisme et christianisme liés qui est presque bizarre pour nous.
un catholicisme qui est très très dur et conservateur. Nous, les Européens, nous avons le Vatican. Qu'on découvre, qu'on redécouvre ou qu'on découvre, nous, Européens, sous l'ère Trump. Voilà. Et l'Allemagne, ça aussi, ça a une partie catholique très très importante. Hein, mais c'est un catholicisme très libéral. Et alors, une question que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que la doctrine, le Trumpisme, est-ce qu'il y a une doctrine de Trump qui infuse en Allemagne? Est-ce qu'il y a des relais trumpistes en Allemagne ou pas? Je peux vous dire, de mes sondages, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fans. La majorité des Européens, et notamment la majorité des Allemands, ne l'aiment pas. Je crois que l'attachement des Allemands aux États-Unis est beaucoup plus complexe en fait que l'attachement ou l'image des États-Unis en France. Notamment en Allemagne de l'Ouest, on a historiquement l'impression qu'on doit beaucoup aux Américains. Et dans les pays de l'Est, européens de l'Est, pendant longtemps, c'était quand même le beacon of hope. Donc voilà, l'espoir à l'horizon en fait. Mais c'est intéressant ça ce que vous dites, parce que c'est vrai que cette doctrine trumpiste, moi j'ai l'impression qu'elle commence à infuser, peut-être de manière plus forte qu'on ne le croit, un peu plus à l'est de l'Europe. On est allé regarder avec notre chef d'édition Erwan Akla, un magazine conservateur hongrois qui s'appelle Magyar Érlap, qui met en avant une rencontre donc entre Trump et Viktor Orban, qui est prévue le 7 novembre prochain. Dans cet article, le journaliste hongrois se plaint que son pays n'est pas assez considéré. Et il dit qu'en Europe, n'est pas assez considéré par les Européens. Il dit que l'alliance américano-hongroise, elle a pour objectif de faire vaciller l'Europe. Et en fait, si on a choisi cet article conservateur hongrois, c'est que aujourd'hui, Isabel Hoffmann, la Hongrie, c'est vraiment peut-être la tête de pont, la porte d'entrée du Trumpisme en Europe. Oui, je veux bien le croire. Je crois qu'il faut aussi comprendre que Orban est devenu une célébrité aux États-Unis. Moi, je suis frappée quand j'écoute des podcasts des médias américains. La présence d'Orban, c'est impressionnant. En fait, il a très bien joué sa présence aux États-Unis, et beaucoup aussi d'anti-trumpistes regardent la Hongrie pour savoir comment éventuellement le système américain pourrait se dégrader. Donc ça a vraiment une présence très très forte. Mais de l'autre côté, j'ai aussi un peu de dire que Berlusconi, Haider en Autriche, Pim Fortuyn aux Pays-Bas et Wilders, puisqu'on a eu les élections aux Pays-Bas il y a quelques jours. Donc on a vu des leaders populistes en Europe beaucoup plus avant le Tea Party, voilà. Donc on peut pas dire que c'est seulement un export politique d'Américains, c'est plutôt des tendances qui s'auto-enrichissent. Mais qui trouvent des relais plus lucides aussi. Juan Rosé, chez vous, il y avait eu quand même une grande manifestation, je crois, MAGA, qui avait eu lieu à Madrid. Tout à fait. Les relais trumpistes du côté espagnol, c'est essentiellement l'ultra-droite, c'est Vox, et c'est une partie de l'opposition espagnole de droite, le Parti populaire. Essentiellement, c'est ces deux partis-là, effectivement, qui suivent en quelque sorte les stèles qui est laissée ou qui est tracée par Donald Trump. Après, sur la question de la détestation, ce qui est sûr, c'est que peut-être on est moins détesté que les Français aux États-Unis, mais parce que la plupart des Américains ne savent pas où est l'Espagne. Donc ça, c'est la première des choses. Après, c'est vrai que ces derniers mois... Moi, vous êtes tranquille, vous êtes caché. Oui, mais ces derniers mois, après le dernier sommet de l'OTAN où l'Espagne a refusé d'augmenter le budget à 3,5% à 5%, oui, de l'augmenter de 3,5 à 5% du PIB. Depuis, l'Espagne, le gouvernement espagnol est dans le point de mire des Donald Trump. À ça, vous rajoutez le fait effectivement que le gouvernement espagnol, depuis plus d'un an, regarde plutôt vers la Chine que vers les États-Unis. Donc effectivement, les relais du côté espagnol
existe, mais de façon générale, l'Espagne, effectivement, n'est pas trop trumpiste comme pouvaient l'être des pays comme l'Hongrie. En tout cas, j'aimerais vous faire écouter un extrait sonore qu'on a trouvé assez fascinant. C'était en mai dernier. L'ancien candidat à la présidentielle en Roumanie, Georges Simian, qui était sur scène, en campagne, avec le président polonais, Karol Nawrocki, qui était venu le soutenir. Et écoutez bien, tendez l'oreille, la foule roumaine qui scande « Trump, Trump, Trump ». Écoutez ça. Nous nous opposons à l'immigration illégale. Nous nous opposons au sentiment anti-américain en Europe. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Donald Trump n'est pas simplement un homme, il est le symbole de la liberté qui doit couvrir l'ensemble du monde. Voilà, donc vous n'êtes pas dans l'Illinois ou à Mar-a-Lago, vous êtes en Roumanie, c'était en mai dernier, Elisabeth Shepard. Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une intentionnalité de la part de Trump, et notamment de J.D. Vance. On se souvient quand même à Munich qu'il est allé voir la présidente de l'AfD au lieu d'aller voir le chancelier, ce qui est quand même très grave en termes politiques, qu'il y a une doctrine, ils appellent ça civilisationnelle, mais de se rallier, de s'allier avec des gens qui pensent comme eux, c'est-à-dire des partis populistes de droite ou ultra-droite, que ce soit en Espagne. Et à l'inauguration, à l'instauration de Trump, le 20 janvier, il y en avait un certain nombre, y compris des Français. Éric Zemmour, Sarah Knafo étaient sur place. Il y avait des Européens, mais aussi des étrangers qui étaient sur place. Donc, ils partagent. Je suis d'accord que ce n'est pas nouveau, ce type de populisme, mais ils instrumentalisent des sentiments qui sont déjà là. Et comme ils ont quand même énormément d'argent et qu'ils ont beaucoup de communication, et c'est leur point fort, si je peux dire, ils arrivent à attirer des Roumains, des Allemands, des Français à leur cause, entre guillemets. Parce que ce qui ressort aussi dans votre livre, Richard Verly, c'est que la grande star de tous ces magas que vous avez croisés depuis votre camping-car, c'est pas forcément Donald Trump, c'est J.D. Vance. Et ça, c'est peut-être un point qui est plus inquiétant pour nous, Européens. Oui, alors J.D. Vance, il a deux avantages sur Donald Trump, si l'on peut dire, même si quand même, il faut bien dire, au niveau de la stature, il reste dans l'ombre. Il est le numéro 2. Mais il a deux avantages. Le premier, c'est qu'il a un narratif qui correspond à cette Amérique-là. Parce que cette Amérique-là, c'est pas celle de Trump. Je parle sous le contrôle d'Elisabeth. Trump, il est quand même new-yorkais, promoteur immobilier. Il a, comment dirais-je, il a réussi à se transposer dans cette Amérique. Et il a souvent d'ailleurs dit que son lien avec cette Amérique-là, c'est que lui, il avait l'habitude de travailler avec des ouvriers sur les chantiers et qu'il savait très bien ce qu'il pense. J.D. Vance, il a un narratif qui correspond puisqu'il a grandi, et je suis allé là où il a grandi, donc c'est sa arrière-grand-mère dans le nord du Kentucky, il a grandi entre le nord du Kentucky et l'Ohio, et en gros dans cette région des Appalaches dont j'ai découvert, parce que j'avoue que je ne le savais pas, combien elle est importante dans l'identité américaine, MAGA de cette Amérique-là, cette région minière, autrefois minière prospère, autrefois démocrate par ailleurs. Et puis l'autre chose que J.D. Vance il a, c'est son âge. Évidemment. Ouais. N'oublions jamais l'âge du capitaine. Donald Trump, il aura 80 ans l'année prochaine, même s'il est en forme, bien évidemment, c'est difficile de se projeter dans l'avenir avec lui, alors que J.D. Vance, il a 40 ans, je dirais, tous les espoirs lui sont permis. J'ai découvert un des proches de J.D. Vance qui s'est installé en Hongrie il y a 5-6 ans, Rod Dreher, qui est une tête chercheuse pour J.D. Vance, intellectuelle, et qui justement, Rod Dreher, lui, a un discours où il prône un reset institutionnel en Europe, et il voit l'Europe comme une somme de petites Hongries. Et ce discours-là, il sonne à l'oreille de J.D. Vance. Oui, Juan Rosé, vous aussi, comment vous voyez ce Trumpisme-là qui infuse partout en Europe? Qui est en train de s'épandre partout en Europe. C'est vrai que la tête de pont aujourd'hui, c'est l'Hongrie, mais pas uniquement que l'Hongrie, parce que les interférences des Vance du côté des sélections
l'élection européenne, que ce soit en Allemagne, que ce soit voire aussi du côté anglais, voire du côté espagnol à un moment donné, inquiète tout le monde. Mais de toute façon, c'est dans la logique qu'a expliqué Richard, c'est que les États-Unis ont un regard et l'intention d'imposer un certain regard sur ce qui se passe dans le monde, le sien, et donc on est obligé de faire avec cette politique. Et c'est pour ça que ce qui est le plus inquiétant, c'est quand Donald Trump annonce que peut-être pourrait-il briguer un 3e mandat. Allez, on va terminer ces experts sans frontières par votre carte blanche. C'est ces articles locaux de vos pays respectifs que vous avez choisis. Vous allez nous dire pourquoi chacun rapidement. Richard, on commence avec vous. C'est un article de Blick sur les résultats de la compagnie aérienne suisse. Mais vous savez que voilà, les relations avec les États-Unis se sont détériorées à la grande surprise des Suisses. Les Suisses ne pensaient jamais que Donald Trump leur mettrait 39% de tarifs douaniers, on en avait parlé ici. Le résultat, c'est comme la Suisse est un pays assez, on va dire, patriotique ou facilement patriotique, eh bien, beaucoup de gens ne prennent plus l'avion, ne veulent plus aller aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus une destination boudée et ça transparaît sur les résultats de la compagnie aérienne qui gagnait beaucoup d'argent avec ses lignes vers les États-Unis, qui en gagnent. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister en ce moment à un boycott des vols vers les États-Unis. Je n'irai pas jusque-là, mais une vraie désaffection. Ça joue aussi sur d'autres produits américains, sur des enseignes. Il y a un deuxième produit américain qu'on a du mal à digérer en Suisse, il s'appelle le F-35, l'avion de chasse, puisqu'on en a acheté 36. On en a acheté 36 pour 6,5 milliards de francs, c'est-à-dire à peu près 7 milliards d'euros. Et on apprend, 1, qu'il sera livré en retard, et 2, qu'il sera à peu près 20% plus cher. Avouez qu'il y a de quoi vous énerver. On va faire passer le message à Dassault. Elisabeth Shepard, vous avez choisi un article sur ces évangélistes qui prennent de la distance avec le mouvement MAGA. C'est super intéressant aussi. Oui, on parlait de la religion aux États-Unis, l'importance de la religion aux États-Unis. Il faut savoir que les chrétiens évangéliques sont à peu près 24% quand même de la population, qui ont toujours été un fidèle soutien, surtout depuis les années 70, des républicains, avec un certain poids qui est aussi lié à des grandes lobbies qui influencent beaucoup les élections américaines, qui coûtent très cher, donc ils investissent pas mal dans des candidats. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même, vis-à-vis de Trump, pour plein de raisons, y compris la politique d'immigration, qui est quand même très brutale, physiquement et autres, une désaffection pour un certain nombre de ces évangélistes, assez pour qu'il y ait une association maintenant qui s'appelle Living MAGA, donc quitter MAGA, pour aider ces gens. Ils sont partis de quelques milliers à peu près 35 000 ces derniers mois, qui souhaitent... C'est-à-dire un traitement de la question migratoire trop inhumain aux yeux de certains, d'une partie des évangélistes. C'est ça, ça ne correspond pas aux valeurs. Il ne faut pas oublier que les évangélistes, il y a une grande partie latino, afro-américains aussi, et cette politique, sans parler d'un certain nombre d'autres positions de MAGA. On peut parler aussi d'une violence aussi et d'un racisme. On pense aux jeunes républicains avec des mots sur un chat à Telegram qui étaient antisémites et racistes, qui font pousser ces gens en dehors de MAGA. Isabelle Hoffmann, vous avez choisi une histoire sur un couple européen qui a relancé une auberge traditionnelle au fin fond de la Bavière. Oui, tout à fait. C'est une histoire complètement différente, mais elle m'a bien plu, en fait, puisque c'est un couple germano-tchèque. Et le contexte, en fait, de l'histoire, c'est quand même des développements plus sérieux, la gastronomie traditionnelle est en difficulté, ils ont du mal à trouver des gens pour la gestion, voilà. Donc plein de. Mais il y a l'exemple de ce couple qui s'est installé dans un tout petit village en Bavière et qui offre d'un côté un programme des repas et des boissons très traditionnelles, mais de l'autre côté, c'est sans alcool, c'est sans gluten, ou est-ce possible, c'est végan. Donc du coup, c'est une auberge traditionnelle végane au fin fond de la Bavière, là, voilà. Extraordinaire. Et ça rencontre un public. Ça marche très fort, en fait. C'est très bien. Et voilà, j'ai trouvé ça. Premièrement, c'est une histoire optimiste. Et deuxièmement, le changement d'en bas, c'est toujours intéressant à observer.
Et à écouter. Juan José Dorado, vous avez choisi un article sur la pression locative très forte dans des régions en Espagne. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, cette Espagne dynamique, dont il y a la croissance, il y a la création d'emplois, en Espagne, l'Espagne n'arrive pas à loger ces jeunes. Aujourd'hui, un foyer espagnol, par exemple du côté des Malaga, doit destiner 50%, 52% des revenus du foyer pour aller louer un appartement, puisque louer est devenu beaucoup plus cher qu'acheter du côté espagnol. Ce fait qu'aujourd'hui, il y a des tanguis, énormément de tanguis du côté espagnol, des jeunes à 30 ans qui ne peuvent pas partir de chez eux. Donc, c'est deux facettes de cette Espagne qui est dynamique économiquement, mais qui n'arrive pas à loger ces jeunes. L'Espagne des tanguis, vous le retrouverez, c'est un article d'El Mundo. Merci beaucoup pour vos lumières, nos experts sans frontières. C'est toujours passionnant de vous écouter. Isabelle Hoffman, chercheuse à la Fondation Bertelsmann. Richard Verly, correspondant du média suisse Blick en France, auteur de Cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nelly Cata. Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France. Et puis Elisabeth Shepard, maîtresse de conférences de sciences politiques à l'Université de Tours, spécialiste des États-Unis et des relations internationales. Très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Les Experts sans frontières. Et tout de suite, le journal de Stéphanie Colo. Les Experts sans frontières sur BFM Business.